En consultation, elle avoua d'une voix tremblante qu'elle était vierge. Le médecin sourit doucement. « Alors je ferai de toi une mère moi-même. » Le ciel parisien était d'un gris métallique ce mardi matin de novembre. Une pluie fine et persistante tambourinait contre les vitres du cabinet médical situé au 3e étage d'un immeuble haussmannien du 8e arrondissement. Léonie Mercier serra son écharpe en laine autour de son cou, ses doigts tremblants trahissant une nervosité qu'elle tentait désespérément de dissimuler. La salle d'attente était élégante, mais sobre, murs beige clair, magazines soigneusement empilés sur une table basse en verre et une délicate odeur de lavande qui flottait dans l'air. Léonie était seule, assise sur une chaise en cuir noir, fixant ses mains posées sur ses genoux. À 32 ans, elle était venue ici après des mois d'hésitation poussée par sa meilleure amie, Claire, qui l'avait suppliée de consulter. « Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, Léo », lui avait dit Claire la semaine précédente, dans leur café préféré près de la Sorbonne. « Tu es jeune, brillante, belle, mais tu te caches du monde. » Léonie avait souri tristement, remuant son café au lait sans le boire. Comment expliquer à Claire que ce n'était pas aussi simple, que depuis cette nuit terrible, 10 ans plus tôt, elle n'avait plus jamais pu laisser quelqu'un s'approcher d'elle. Les mots restaient coincés dans sa gorge, prisonniers de sa honte. La porte du cabinet s'ouvrit, interrompant ses pensées. Une voix masculine, douce mais assurée, l'appela. « Madame Mercier, je vous en prie, entrez. » Léonie leva les yeux et rencontra le regard du docteur Thomas Beaumont. Grand, les cheveux châtains légèrement grisonnants sur les tempes, il portait une blouse blanche impeccable sur une chemise bleue. Ses yeux noisettes dégageaient une bienveillance immédiate qui, paradoxalement, accrut la nervosité de Léonie. Elle se leva, ses jambes tremblant légèrement, et le suivit dans son bureau. La pièce était spacieuse et lumineuse malgré le temps maussade. Des diplômes ornaient les murs, ainsi que quelques photographies de paysages montagneux. Un bureau en bois massif occupait un coin de la pièce, face à 2 fauteuils confortables. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit Thomas en lui indiquant un des fauteuils. Il prit place en face d'elle, un carnet et un stylo à la main. « Alors, Madame Mercier, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» Léonie déglutit avec difficulté. Elle avait répété cette scène 100 fois dans sa tête, mais maintenant que le moment était venu, les mots refusaient de sortir. Elle croisa et décroisa les mains, son regard fuyant celui du médecin. « C'est difficile à expliquer », commença-t-elle, sa voix à peine audible. Thomas se pencha légèrement en avant, son expression empreinte de patience et de compréhension. « Prenez votre temps, madame. Nous avons tout le temps nécessaire. Rien de ce que vous me direz ne me choquera. Je suis là pour vous aider. » Un long silence s'installa. Dehors, la pluie redoubla d'intensité, créant un rideau liquide contre les fenêtres. Léonie ferma les yeux un instant, puisant au plus profond d'elle-même le courage de parler. « Je n'ai jamais... Je veux dire, je suis... » Elle s'arrêta, ses joues s'empourprant. « Docteur, j'ai 32 ans et je suis encore vierge. » Les mots étaient sortis dans un souffle, précipité, comme si elle avait voulu s'en débarrasser au plus vite. Elle garda les yeux baissés, s'attendant à voir le jugement ou la surprise sur le visage du médecin, mais Thomas ne montra aucune de ses réactions. Il hocha simplement la tête, son expression restant neutre et bienveillante. « Je vois. Merci de votre confiance, Madame Mercier. Puis-je vous demander si cette situation est un choix personnel ou si elle découle de circonstances particulières ?» Léonie sentit ses yeux se remplir de larmes. Personne, pas même Claire, ne connaissait toute l'histoire. « C'est à cause de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, quand j'avais 22 ans. » Thomas posa son stylo et se pencha légèrement, ses mains jointes devant lui. « Voulez-vous m'en parler ?» Et alors, dans ce cabinet où la pluie continuait de tomber, où le temps semblait suspendu, Léonie raconta. Elle parla de Julien, son premier amour à l'université, de cette soirée où ils avaient décidé ensemble que ce serait leur nuit, de comment tout avait basculé quand il était devenu violent, impatient, cruel même, face à sa nervosité et sa douleur, de comment elle avait fui, brisé, et de comment depuis, elle n'avait plus jamais pu imaginer être intime avec quelqu'un. « Il m'a dit que j'étais anormale, frigide, » murmura-t-elle, essuyant ses larmes d'un revers de main, « que jamais personne ne voudrait de moi. Et depuis, je me suis persuadée qu'il avait raison. » Thomas resta silencieux un moment, laissant les mots de Léonie flotter dans l'air entre eux. Quand il parla enfin, sa voix était empreinte d'une douceur ferme qui surprit Léonie. « Madame Mercier, Léonie, si vous me permettez, ce que cet homme vous a fait et dit ce soir-là était profondément injuste et cruel. Vous n'êtes ni anormal, ni frigide.
Vous êtes une personne qui a vécu un traumatisme et qui très courageusement tente aujourd'hui de le surmonter. Léonie leva les yeux vers lui, surprise par l'intensité sincère de son regard. « Je suis médecin depuis 15 ans, continua Thomas. Et si j'ai appris une chose, c'est que notre corps et notre esprit sont intimement liés. Votre réaction face à l'intimité n'est pas une faiblesse. C'est une protection que votre esprit a mise en place pour vous protéger. Mais aujourd'hui, vous êtes ici, et cela signifie que vous êtes prête à vous libérer de cette protection. » Léonie sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, une tension qu'elle portait depuis 10 ans. « Je ne sais pas par où commencer, » admit-elle. Thomas lui offrit un sourire rassurant. « Nous commencerons par le commencement, ensemble. Mais d'abord, dites-moi, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir la porte de ce cabinet aujourd'hui ?» Léonie prit une profonde inspiration. C'était la première fois qu'on lui posait cette question. Pas ce qu'elle devrait vouloir ou ce que la société attendait d'elle, mais ce qu'elle désirait vraiment, au plus profond de son cœur. « Je veux… » Sa voix se brisa, puis se raffermit. « Je veux pouvoir aimer quelqu'un sans avoir peur. Je veux connaître l'intimité sans que mon corps se fige de terreur. » Et elle hésita, surprise par la révélation qui montait en elle. « Et je veux devenir mère un jour. Je ne veux pas laisser mon passé me voler ce rêve. » Thomas hocha lentement la tête, comme s'il pesait soigneusement ses prochains mots. Puis il se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la pluie tomber sur Paris. « Léonie, » dit-il en se retournant vers elle, « je ne peux pas vous promettre que le chemin sera facile. La guérison d'un traumatisme prend du temps, de la patience et beaucoup de courage. Mais si vous êtes prête à faire ce travail, je vous accompagnerai à chaque étape. » Il marqua une pause, ses yeux plongeant dans les siens avec une intensité qui fit battre plus fort le cœur de Léonie. « Et un jour, quand vous serez prête, je vous promets que je ferai de vous une mère. » Ces mots, prononcés avec une telle conviction, résonnèrent dans la pièce comme une promesse sacrée. Léonie sentit les larmes couler librement sur ses joues, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement, d'espoir, de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Pour la première fois en 10 ans, Léonie Mercier crut qu'il était possible de guérir. Et tout commençait ici, dans ce cabinet parisien, sous la pluie battante de novembre, avec un médecin qui voyait en elle non pas une patiente brisée, mais une femme courageuse, prête à se reconstruire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette première consultation bouleversante. L'automne parisien avait déployé ses couleurs flamboyantes dans les jardins du Luxembourg, où Léonie aimait se promener après ses cours à la Sorbonne. Les feuilles dorées et rousses craquaient sous ses pas, tandis qu'elle marchait, perdue dans ses pensées. Son téléphone vibra dans la poche de son manteau en laine camel. Un message de Thomas. « Confirmation pour notre rendez-vous de demain, 10 heures. N'oubliez pas votre carnet de bord. Dr Beaumont. » Léonie sourit malgré elle. Le carnet de bord était une idée de Thomas. Lors de leur deuxième rencontre, il lui avait suggéré de noter ses émotions, ses pensées, ses progrès et ses reculs. « L'écriture est thérapeutique, » avait-il expliqué, « et pour une professeure de littérature, ce devrait être naturel. » Il avait raison. Les premières pages avaient été difficiles à remplir, ses mots hésitants et maladroits. Mais progressivement, l'écriture était devenue un refuge, un espace où elle pouvait être totalement honnête avec elle-même. Elle s'assit sur un banc face au bassin octogonal, regardant les enfants faire voguer leurs petits voiliers. Une mère et sa fille passèrent devant elle, main dans la main, et Léonie sentit une douleur familière dans sa poitrine. Un jour, peut-être, ce serait elle. « Léonie ?» Elle sursauta et leva les yeux. Thomas se tenait devant elle, vêtu d'un pull gris anthracite et d'un jean, bien loin de sa blouse blanche habituelle. Il tenait 2 gobelets fumants. « Docteur Beaumont, je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Il sourit, un sourire qui illumina son visage et adoucit ses traits. « Je termine mes consultations tôt le vendredi, et j'ai pensé que vous apprécieriez peut-être un chocolat chaud. » Il lui tendit un des gobelets. « J'espère que je ne vous dérange pas ?»« Non, pas du tout, » répondit Léonie en acceptant le chocolat, surprise par ce geste inattendu. « Merci. » Thomas s'assit à côté d'elle, laissant un espace respectable entre eux. Ils restèrent silencieux un moment, observant le balai des voiliers sur l'eau. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-il finalement. « C'est mon refuge, » admit Léonie. « Quand mes pensées deviennent trop lourdes, je viens marcher ici. Regarder les enfants jouer me rappelle que le monde peut être simple et joyeux. » Thomas hocha la tête, pensif. « J'aime aussi cet endroit. Il y a quelque chose d'apaisant dans la routine des jardins parisiens.
Les saisons qui passent, les gens qui vont et viennent, mais le lieu reste le même. Léonie le regarda du coin de l'œil. C'était étrange de le voir dans ce contexte, hors du cadre médical. Il semblait plus jeune, plus accessible, plus humain. « Puis-je vous poser une question personnelle, docteur ?» demanda-t-elle doucement. « Thomas, corrigea-t-il. En dehors du cabinet, appelez-moi Thomas. Et oui, bien sûr. Pourquoi avez-vous décidé de devenir gynécologue ?» Thomas but une gorgée de son chocolat chaud, son regard se perdant dans le lointain. « Ma sœur, dit-il finalement. Elle s'appelait Élise. Quand j'avais 18 ans et qu'elle en avait 23, elle a découvert qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant à cause d'une malformation congénitale. Cela l'a dévastée. J'ai vu sa douleur, son sentiment d'échec, alors qu'elle n'avait rien fait de mal. » Il marqua une pause, sa mâchoire se serrant légèrement. « J'ai décidé ce jour-là que je consacrerais ma vie à aider les femmes à réaliser leurs rêves de maternité, ou simplement à se sentir bien dans leur corps. Parce que c'est un droit fondamental que personne ne devrait vous enlever. » Léonie sentit sa gorge se serrer. « Votre sœur, elle va bien maintenant ? Elle a adopté 2 merveilleux enfants, » répondit Thomas avec un sourire tendre. « Elle vit à Lyon avec son mari. Elle est heureuse, mais le chemin a été long et douloureux. »« Je comprends, » murmura Léonie. Thomas se tourna vers elle, son regard plein de compréhension. « C'est pour cela que votre cas me touche particulièrement, Léonie. Parce que je sais ce que c'est de voir quelqu'un porter un poids qui ne devrait pas être le sien. » Il s'était corrigé à mi-phrase, et Léonie se demanda ce qu'il avait voulu dire. Mais elle n'osa pas demander. « J'ai peur, » avoua-t-elle soudain. « J'ai peur de ne jamais réussir, de rester coincée dans cette prison que j'ai construite autour de moi. »« La peur est normale, » répondit Thomas. « Mais vous savez ce qui est extraordinaire? Vous êtes ici, vous faites le travail. Chaque jour, vous choisissez de ne pas abandonner. C'est déjà une victoire. » Léonie sentit les larmes lui monter aux yeux. Cet homme, ce médecin qui la connaissait à peine, croyait en elle plus qu'elle ne croyait en elle-même. « Demain, lors de notre session, nous allons travailler sur la thérapie cognitive, » continua Thomas. « Nous allons identifier les pensées négatives qui vous paralysent et apprendre à les remplacer par des pensées plus constructives. Mais aujourd'hui, ici, je veux juste que vous profitiez de ce moment, que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. » Léonie hocha la tête, incapable de parler. Ils restèrent assis là, côte à côte, buvant leur chocolat chaud tandis que le soleil de novembre tentait de percer à travers les nuages. Autour d'eux, Paris vivait sa vie. Les étudiants riaient, les couples se promenaient main dans la main, les pigeons picoraient les miettes de pain. « Thomas, » dit-elle finalement, « merci. Pas seulement pour le chocolat, pour tout. » Il lui sourit, un sourire qui atteignit ses yeux, et fit naître une chaleur étrange dans le ventre de Léonie. « C'est moi qui devrais vous remercier, Léonie. Vous me rappelez pourquoi j'ai choisi ce métier. Vous me rappelez que l'espoir existe, même dans les situations les plus difficiles. » Ce soir-là, dans son appartement du Marais, Léonie ouvrit son carnet de bord. À la lumière de sa lampe de chevet, elle écrivit « Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose d'important. La guérison n'est pas un chemin solitaire. Parfois, quelqu'un tend la main dans l'obscurité, et c'est cette main qui nous guide vers la lumière. Thomas est devenu plus qu'un médecin pour moi. Il est devenu un allié, un ami peut-être, et pour la première fois depuis des années, je me sens moins seul. La route sera longue, j'en suis consciente. Mais aujourd'hui, assise sur ce banc du Luxembourg, buvant un chocolat chaud sous un ciel automnal, j'ai ressenti quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais, l'espoir. » Elle ferma le carnet et éteignit la lumière. Dehors, Paris scintillait dans la nuit, ville de lumière et de promesses. Et pour la première fois depuis très longtemps, Léonie s'endormit avec un sourire sur les lèvres, son cœur un peu plus léger, son âme un peu moins brisée. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles peurs à affronter. Mais elle ne serait pas seule, et c'était tout ce qui comptait. Décembre était arrivé à Paris avec son cortège de lumières de Noël et de marchés festifs. Les Champs-Élysées scintillaient de 1000 feux, et l'odeur du vin chaud et des marrons grillés flottait dans l'air glacé. Mais pour Léonie, cette période de l'année avait toujours été difficile. C'était en décembre, il y a 10 ans, que tout avait basculé avec Julien. Elle était assise dans le cabinet de Thomas, emmitouflée dans un pull en cachemire bordeaux, ses mains serrées autour d'une tasse de thé qu'il lui avait préparée. Depuis 6 semaines, ils se voyaient 2 fois par semaine. Les progrès étaient lents, mais réels.
Elle avait commencé à sortir davantage, à accepter les invitations de Claire, même à échanger quelques mots avec un collègue de la Sorbonne qui lui faisait clairement des avances. « Vous semblez tendu aujourd'hui », observa Thomas installé dans son fauteuil, son carnet ouvert sur ses genoux. Il portait une chemise blanche sous sa blouse, et Léonie remarqua qu'il avait les traits tirés, comme s'il n'avait pas beaucoup dormi. « C'est décembre », dit-elle simplement, et il comprit immédiatement. « L'anniversaire », murmura-t-il. « Voulez-vous en parler ?» Léonie ferma les yeux. Ils avaient abordé le sujet lors de sessions précédentes, mais jamais en profondeur. Elle avait toujours esquivé, détourné la conversation. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle était différent. Peut-être était-ce la confiance qu'elle avait développée envers Thomas. Peut-être était-ce simplement le bon moment. C'était le 15 décembre, commença-t-elle, sa voix tremblante. Il y avait une fête chez des amis pour célébrer la fin des examens. Julien et moi étions ensemble depuis 8 mois. Il était charmant, attentionné. Tout le monde l'aimait. Elle ouvrit les yeux et fixa un point invisible sur le mur. Nous avions décidé que ce serait notre nuit. J'étais nerveuse, bien sûr, mais j'étais aussi excitée. J'avais 22 ans et j'étais amoureuse. Ou du moins, je croyais l'être. Thomas écoutait en silence, son visage neutre mais ses yeux pleins de compassion. Nous sommes allés dans sa chambre étudiante. Au début, c'était doux. Il m'embrassait, me disait qu'il m'aimait. Mais quand les choses sont devenues plus intimes, mon corps s'est figé. J'avais tellement peur que je ne pouvais plus bouger. Et lui, sa voix se brisa. Il est devenu furieux. Il a dit que je lui faisais perdre son temps, que j'étais ridicule, que n'importe quelle fille normale aurait été honorée d'être avec lui. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Il a essayé de forcer Thomas. Il a dit que si je l'aimais vraiment, je me laisserais faire. J'ai réussi à le repousser et à m'enfuir. Mais ces mots sont restés gravés en moi. Tu es anormal, frigide, personne ne voudra jamais de toi. Thomas posa son carnet et se leva. Il s'agenouilla devant Léonie, suffisamment près pour qu'elle le voie clairement, mais sans envahir son espace. Ses yeux noisettes plongèrent dans les siens avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. « Léonie, écoutez-moi attentivement, » dit-il d'une voix ferme mais douce. « Cet homme n'était pas amoureux de vous. Un homme qui aime ne force jamais. Il ne rabaisse jamais. Il ne transforme pas la peur de sa partenaire en arme contre elle. Ce qu'il vous a fait s'appelle violence psychologique et tentative d'agression sexuelle. » Léonie sanglota plus fort, 10 ans de douleur refoulée remontant à la surface. « Et maintenant, je veux que vous répétiez après moi, » continua Thomas. « Je ne suis pas anormal. Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Si, vous pouvez. Répétez, je ne suis pas anormal. Je ne suis pas anormal, » dit-elle faiblement. Plus fort. Je ne suis pas anormal. Je ne suis pas frigide. Je ne suis pas frigide. Je mérite d'être aimé et respecté. Je mérite d'être aimé et respecté, répéta Léonie, sa voix devenant plus forte, plus assurée. Thomas lui tendit une boîte de mouchoirs, puis retourna s'asseoir, lui laissant l'espace pour respirer, pour absorber ce moment de libération. « Vous venez de franchir une étape cruciale, » dit-il doucement. « Vous venez de nommer le traumatisme, de le regarder en face. C'est l'une des choses les plus courageuses que vous puissiez faire. » Léonie essuya ses larmes, se sentant vidée, mais étrangement plus légère. « Pourquoi vous faites tout ça pour moi ?» demanda-t-elle soudain. « Je veux dire, je sais que vous êtes mon médecin, mais vous allez au-delà. Le chocolat chaud au Luxembourg, les sessions prolongées, les messages d'encouragement. » Thomas resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était chargée d'une émotion qu'elle n'avait pas encore entendue. « Parce que je vois en vous quelque chose d'extraordinaire, Léonie, une force que vous ne voyez pas encore vous-même. Et parce que... » Il hésita, puis continua. « Parce que j'ai moi aussi mes démons. » Léonie le regarda, surprise. « Quoi ?» Thomas se leva et marcha vers la fenêtre. Dehors, la nuit tombait déjà, Paris s'illuminant progressivement. Il y a 5 ans, j'étais marié. Sophie était cardiologue. Nous nous étions rencontrés à la faculté de médecine. Elle était brillante, passionnée. Mais notre mariage était une erreur. Il se tourna vers Léonie. Nous voulions des choses différentes. Elle voulait se concentrer sur sa carrière, voyager, vivre sans contrainte. Moi, je voulais fonder une famille. Nous nous sommes battus pendant des années, essayant de concilier nos visions incompatibles. Et puis un jour, elle est partie. Elle a déménagé à New York pour un poste prestigieux et a demandé le divorce. « Je suis désolé, » murmura Léonie. « Ne le soyez pas, » répondit Thomas avec un sourire triste.
Elle a fait le bon choix. Nous nous rendions malheureux. Mais depuis, je me suis fermé. Je me suis concentré uniquement sur mon travail, sur mes patients. Je me suis dit que c'était plus sûr ainsi, que je ne risquais plus de souffrir. Il la regarda intensément. Et puis vous êtes entré dans mon cabinet, avec votre courage, votre vulnérabilité, votre détermination à guérir malgré tout. Vous m'avez rappelé qu'il était possible de se battre pour ses rêves, même quand tout semble perdu. Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Léonie sentit son cœur battre plus vite, une chaleur se répandre dans sa poitrine. C'était un sentiment nouveau, effrayant, mais aussi terriblement excitant. « Thomas, dit-elle doucement, je crois que je commence à comprendre quelque chose. Quoi donc? Que la guérison ne se fait pas seule, et que parfois deux personnes brisées peuvent s'aider mutuellement à se reconstruire. » Thomas hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant pas les siens. « Oui, mais Léonie, je dois être honnête avec vous. Notre relation médecin-patient je ne peux pas laisser mes sentiments personnels interférer avec votre traitement. Ce serait contraire à l'éthique médicale. »« Je sais, » répondit Léonie, surprise de sa propre audace. « Mais un jour, quand je serai guérie, quand je ne serai plus votre patiente, peut-être que nous pourrions... » Elle ne termina pas sa phrase, mais le message était clair. Thomas ferma les yeux un instant, luttant visiblement contre quelque chose en lui. « Un jour, dit-il finalement, quand vous serez prête, quand vous aurez franchi cette étape, alors nous verrons. » C'était une promesse non dite, un avenir possible qui brillait faiblement dans l'obscurité. Et pour Léonie, c'était suffisant. C'était même plus que suffisant. C'était de l'espoir sous sa forme la plus pure. Elle quitta le cabinet ce soir-là, avec le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Paris scintillait autour d'elle, les décorations de Noël transformant la ville en conte de fées. Et pour la première fois depuis 10 ans, décembre ne lui semblait plus être un mois de douleur, mais un mois de possible. Janvier apporta avec lui un froid glacial qui s'abattit sur Paris. La Seine charriait des glaçons, et les pavés de Montmartre étaient glissants de givre. Léonie marchait prudemment vers le café où elle avait donné rendez-vous à Claire. Son écharpe remontait jusqu'au nez, ses pensées turbulentes. Les 8 dernières semaines avaient été intenses. Ses sessions avec Thomas s'étaient approfondies, explorant non seulement son traumatisme, mais aussi ses rêves, ses peurs, sa vision de l'amour et de la maternité. Ils avaient commencé un travail de désensibilisation progressive, utilisant des techniques de visualisation et de respiration pour l'aider à imaginer l'intimité sans panique. Mais quelque chose d'autre grandissait aussi, quelque chose qu'elle n'osait pas vraiment nommer, mais qui était devenu impossible à ignorer. Elle pensait à Thomas constamment, la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait, la douceur de sa voix quand il l'encourageait, la force tranquille qu'il dégageait. Elle rêvait de lui la nuit, des rêves doux où il la tenait dans ses bras, où elle se sentait en sécurité et désirée. « Léo, par ici !» Claire lui faisait signe depuis une table près de la fenêtre du café des Deux Moulins, rendu célèbre par le film Amélie Poulain. Léonie se glissa sur la banquette en face de son amie, commandant un café crème et un croissant. « Alors ?» demanda Claire avec un sourire espiègle. « Comment vont tes consultations avec le beau docteur ?» Léonie rougit malgré elle. « Ce n'est pas comme ça, Claire. »« Ah non ?» Claire arqua un sourcil. « Parce que tu ne parles que de lui depuis 2 mois. Thomas dit que... Thomas pense que... Thomas m'a aidé à comprendre que... Il est mon médecin, protesta faiblement Léonie. Et tu es amoureuse de lui, dit Claire d'un ton qui n'admettait pas de contradiction. Léonie ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Elle regarda par la fenêtre, observant les Parisiens emmitouflés qui passaient rapidement dans le froid. « Je ne sais pas, » admit-elle finalement. « Comment puis-je être amoureuse alors que je n'ai jamais vraiment... Je ne sais même pas ce que c'est, l'amour véritable. » « L'amour, c'est justement ce que tu décris quand tu parles de lui, » répondit doucement Claire. « C'est cette lumière dans tes yeux, ce sourire qui vient aux lèvres malgré toi quand tu prononces son nom. C'est avoir envie d'être une meilleure version de toi-même. » Léonie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais c'est impossible, Claire. Il est mon médecin, il ne peut pas, nous ne pouvons pas. »« Pour l'instant, » dit Claire en prenant la main de son amie. « Mais tu ne seras pas toujours sa patiente. Et quelque chose me dit qu'il ressent la même chose pour toi. » Comment peux-tu savoir ça? Parce qu'aucun médecin ne passe autant de temps avec une patiente par simple professionnalisme. Parce que la façon dont tu le décris, son attention, son engagement, c'est plus que médical, Léo. Léonie voulut répondre, mais son téléphone vibra. Un message de Thomas. Urgence.
Pourriez-vous passer au cabinet cet après-midi? 15 heures si possible. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Une urgence? Quelque chose n'allait pas? Elle répondit immédiatement. J'y serai. À 15 heures précises, Léonie poussait la porte du cabinet médical. La réceptionniste, Madame Dubois, une femme d'une 50aine d'années toujours impeccablement coiffée, lui fit un signe de tête. Il vous attend, mademoiselle Mercier. Vous pouvez entrer directement. Léonie frappa doucement à la porte du bureau et entra. Thomas se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, le regard perdu sur les toits parisiens. Il se retourna quand elle entra et elle fut frappée par la tension visible sur son visage. Thomas, que se passe-t-il? Il fit quelques pas vers elle, puis s'arrêta comme s'il luttait contre lui-même. Léonie, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que je n'aurais probablement pas dû... Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle ne lui avait jamais vu faire. Il semblait troublé, presque tourmenté. J'ai reçu une offre ce matin. Un poste prestigieux à Lyon dans l'une des meilleures cliniques de fertilité de France. C'est une opportunité incroyable, le genre de poste dont rêvent tous les spécialistes. Le cœur de Léonie se serra douloureusement. Lyon, c'est loin. Oui, dit-il, ses yeux plongeant dans les siens. Et c'est exactement le problème. Il s'approcha d'elle, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir son parfum boisé, mais toujours maintenant une distance professionnelle. Léonie, je ne peux plus prétendre que notre relation est purement médicale. Ces derniers mois, vous êtes devenue importante pour moi. Trop importante. Léonie sentit son souffle se couper. Thomas, non, laissez-moi finir, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Chaque fois que vous entrez dans ce bureau, mon cœur bat plus vite. Chaque fois que vous souriez, je ressens quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais. Et c'est problématique, Léonie, parce que je suis votre médecin et que je ne devrais pas ressentir cela pour moi, termina Léonie à sa place. Exactement. Il ferma les yeux, comme si cela lui faisait mal de continuer. J'ai passé toute la nuit éveillé, à réfléchir. Si j'accepte ce poste à Lyon, je mets fin à notre relation thérapeutique. Je vous laisse. Mais je respecte l'éthique médicale. Si je refuse, je reste ici, je continue à être votre médecin, mais je dois ignorer ces sentiments qui grandissent chaque jour. Et si... Léonie déglutit avec difficulté, rassemblant tout son courage. Et si nous trouvions une troisième option? Thomas ouvrit les yeux, la regardant avec intensité. Quelle troisième option? Vous pourriez me référer à un autre médecin, un collègue en qui vous avez confiance, quelqu'un qui pourrait poursuivre le travail que nous avons commencé. Thomas resta silencieux, pesant ses mots. Et alors, continua Léonie, sa voix devenant plus assurée malgré le tremblement de ses mains, vous ne seriez plus mon médecin. Nous serions juste 2 personnes. Léonie, dit Thomas d'une voix rauque, vous n'êtes pas guérie. Vous avez encore du chemin à faire. Je ne peux pas vous abandonner maintenant. Vous ne m'abandonneriez pas, répondit-elle en s'approchant légèrement. Vous me référeriez à quelqu'un de compétent. Et vous seriez toujours là, juste, différemment. Le silence qui suivit était électrique. Ils se tenaient à moins d'1 mètre l'un de l'autre, le poids de cette décision suspendu entre eux. « Je ne veux pas aller à Lyon », admit finalement Thomas, sa voix à peine un murmure. « Je ne veux pas vous laisser, mais je veux faire ce qui est juste pour vous. Ce qui est juste pour moi, dit Léonie avec une conviction qu'elle ne se connaissait pas, c'est de continuer à guérir. Mais c'est aussi d'explorer ce que je ressens pour vous. Parce que, pour la première fois de ma vie, Thomas, je ressens quelque chose de réel. Quelque chose qui me fait peur, oui, mais qui me donne aussi envie d'être courageuse. » Thomas tendit la main et, très doucement, effleura la joue de Léonie. Ce simple contact fit parcourir un frisson dans tout son corps, mais ce n'était pas un frisson de peur. C'était quelque chose d'entièrement nouveau. « Vous êtes la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, » murmura-t-il. « D'accord, je vais contacter le docteur Amélie Rousseau. C'est une excellente thérapeute spécialisée dans les traumatismes. Elle pourra continuer votre suivi. »« Et après ?» demanda Léonie, osant à peine respirer. « Après, » dit Thomas, son pouce caressant doucement sa joue, « nous verrons où ce chemin nous mène. Ensemble. » Ce soir-là, Léonie rentra chez elle dans un état second. Paris semblait différent, plus vivant, plus coloré. Le froid glacial de janvier ne la dérangeait même pas. Dans sa poitrine, quelque chose avait changé. La peur était toujours là, tapie dans un coin, mais elle n'était plus toute puissante. À côté d'elle, une nouvelle émotion avait pris racine. L'espoir. La possibilité d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle ouvrit son carnet de bord et écrivit « Aujourd'hui,
J'ai fait le choix le plus effrayant et le plus libérateur de ma vie. J'ai choisi de faire confiance, pas seulement à Thomas mais à moi-même, à ma capacité de guérir, d'aimer, de devenir qui je veux vraiment être. Le chemin sera encore long, il y aura des rechutes, des moments de doute. Mais je ne suis plus seul. Et peut-être, juste peut-être, au bout de ce chemin, il y a non seulement la guérison, mais aussi l'amour. Le vrai, celui qui ne fait pas mal, celui qui guérit. Février enveloppa Paris d'un voile de brume et de bruine. Les rues luisaient sous les réverbères, et les cafés débordèrent de Parisiens cherchant refuge contre l'humidité pénétrante. Léonie ajusta son parapluie alors qu'elle marchait vers le cabinet du docteur Amélie Rousseau, situé dans le 16e arrondissement, près du Trocadéro. Cela faisait 3 semaines qu'elle avait eu sa dernière consultation officielle avec Thomas. 3 semaines de transition étrange, où leur relation avait changé de nature sans qu'ils sachent vraiment comment la définir. Ils s'étaient vus 2 fois depuis, d'abord pour un café près du Panthéon, puis pour une promenade le long de la Seine un dimanche après-midi. Des rencontres courtes, presque timides, où chaque mot, chaque regard semblait chargé de signification. Le cabinet du docteur Rousseau était différent de celui de Thomas, plus lumineux, décoré de couleurs chaudes, des ocres, des jaunes doux, des tons terres. Une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux courts châtain clair et aux yeux verts pétillants, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Léonie, bienvenue. Je suis Amélie Rousseau. Thomas m'a beaucoup parlé de vous. » Léonie s'installa dans un fauteuil confortable, notant les plantes vertes qui ornèrent la pièce, les coussins moelleux, l'atmosphère apaisante. « Que vous a-t-il dit exactement ?» Amélie sourit. « Que vous êtes l'une des patientes les plus courageuses qu'il ait jamais eues, que vous avez fait un travail remarquable ces derniers mois, et aussi... » Elle marqua une pause, son regard devenant plus doux, « que vous êtes quelqu'un de très spécial. » Léonie sentit ses joues s'empourprer. « Il ne devrait pas dire des choses comme ça. »« Pourquoi ?» demanda Amélie en s'installant dans son propre fauteuil. « Léonie, je ne suis pas ici pour juger quoi que ce soit. Thomas a fait ce qui était éthiquement correct en vous référant à moi. Maintenant, nous allons continuer le travail qu'il a commencé. Et si, en parallèle, vous explorez une relation avec lui, c'est votre choix à tous les deux. » Léonie se détendit légèrement. « Vous ne trouvez pas ça étrange ? L'amour arrive souvent de manière inattendue, » répondit Amélie avec sagesse. « Ce qui compte, c'est que vous continuiez à travailler sur votre guérison. Alors, dites-moi où vous en êtes. Comment vous sentez-vous par rapport à votre traumatisme aujourd'hui ? » Les séances avec Amélie se révélèrent différentes, mais tout aussi bénéfiques. Là où Thomas avait été doux et patient, Amélie était plus directe, plus pragmatique. Elle introduisit de nouvelles techniques, le MDR, la thérapie par exposition, des exercices de pleine conscience. Léonie se sentait progresser, même si certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Un soir de fin février, alors que le printemps commençait timidement à pointer son nez, Thomas l'invita à dîner. Pas dans un restaurant chic des Champs-Élysées, mais dans une petite brasserie du quartier latin, près de la place de la Contrescarpe. Un endroit intime avec des nappes à carreaux rouges et blancs, des bougies vacillantes et l'odeur alléchante du bœuf bourguignon. Léonie arriva légèrement en avance, le cœur battant. Elle avait mis une robe bleu marine simple mais élégante et avait laissé ses cheveux bruns détachés. C'était leur premier vrai rendez-vous, et elle était terrifiée. Thomas arriva quelques minutes plus tard, vêtu d'une chemise grise et d'un pantalon sombre. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui fit fondre toutes les angoisses de Léonie. « Vous êtes magnifique », dit-il en s'asseyant face à elle. « Vous aussi », répondit-elle, puis rougit. « Je veux dire, vous êtes très élégant. » Ils rirent tous les deux, la tension se dissipant légèrement. Le serveur leur apporta du vin rouge et ils commandèrent un coq au vin pour elle, un magret de canard pour lui. « Comment se passent vos séances avec Amélie ?» demanda Thomas après avoir bu une gorgée de vin. « Bien, très bien en fait. Elle est différente de vous, mais efficace. » Léonie hésita. C'est étrange parfois, de parler de tout ça avec quelqu'un d'autre. « Je comprends, » dit Thomas. « Mais je suis content qu'elle puisse vous aider. » Il posa son verre et la regarda intensément. « Léonie, je veux être honnête avec vous. Je n'ai pas arrêté de penser à vous depuis toujours en fait. Depuis le premier jour où vous êtes entré dans mon cabinet. » Léonie sentit son cœur s'emballer. « Vraiment ? Vraiment. » Il tendit la main sur la table, paume ouverte, une invitation. Après un moment d'hésitation, Léonie posa sa main dans la sienne. Le contact était chaud, rassurant, et même si une petite voix dans sa tête murmurait sa peur habituelle, elle la fit taire. « J'ai peur »,
admit-elle à voix basse. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir comment être avec quelqu'un. Je sais, répondit Thomas en caressant doucement ses doigts. Et je ne vais pas vous mentir en disant que ce sera facile. Mais Léonie, je suis prêt à aller à votre rythme. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Et si... Elle déglutit difficilement. Et si je n'y arrive jamais? Si mon corps refuse toujours? Thomas serra sa main plus fort. Alors nous trouverons d'autres façons d'être ensemble. L'intimité ne se résume pas à l'acte physique, Léonie. C'est la confiance, la tendresse, le simple fait d'être présent pour l'autre. Tout le reste viendra quand vous serez prête, si vous êtes prête. Les larmes montèrent aux yeux de Léonie. Comment pouvez-vous être aussi patient, aussi compréhensif? Parce que vous en valez la peine, dit-il simplement. Parce que quand je vous regarde, je ne vois pas une femme brisée. Je vois une femme forte, intelligente, belle, qui a survécu à quelque chose de terrible et qui refuse d'abandonner. Comment pourrais-je ne pas être patient avec quelqu'un comme vous? Le dîner se poursuivit dans une atmosphère plus légère. Ils parlèrent de leur vie, de leur passion, la littérature pour elle, la médecine, mais aussi la randonnée pour lui. Il lui raconta ses week-ends dans les Alpes. Elle lui parla de son amour pour les poèmes de Baudelaire et Verlaine. « Récitez-moi quelque chose » demanda Thomas alors qu'il partageait une tarte tatin en dessert. « Quoi? Maintenant » Léonie rit, embarrassée. « S'il vous plaît, j'aimerais vous entendre. » Léonie réfléchit un moment, puis commença à réciter doucement, ses yeux plongés dans ceux de Thomas. « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur, d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble. » Sa voix était douce, mélodieuse, et Thomas l'écoutait comme si chaque mot était précieux. « Baudelaire, murmura-t-il quand elle eut terminé. L'invitation au voyage. Vous connaissez? Ma mère était professeure de littérature comme vous. Elle me récitait des poèmes quand j'étais enfant. Il sourit tristement. Elle est décédée il y a 2 ans. Cancer du sein. Je suis tellement désolé, dit Léonie en serrant sa main. C'est elle qui m'a appris que les mots ont un pouvoir de guérison, que la beauté peut exister même dans la douleur. Il regarda Léonie avec une intensité qui lui coupa le souffle. Vous me rappelez elle parfois, cette même force tranquille, cette même foi en la beauté du monde malgré tout. Ils quittèrent le restaurant vers 22 heures, marchant lentement dans les rues du quartier latin. La bruine avait cessé, laissant place à une nuit claire et froide. Les pavés brillaient sous la lumière des réverbères et les librairies fermées exposaient leurs trésors derrière des vitrines embuées. « Je peux vous raccompagner » demanda Thomas. « J'aimerais beaucoup. » Ils marchèrent côte à côte, leurs mains se frôlant de temps en temps, jusqu'à l'appartement de Léonie dans le Marais. Devant sa porte, ils s'arrêtèrent, se faisant face dans le silence de la nuit parisienne. « Merci pour cette soirée, » dit Léonie. « C'était parfait, pour moi aussi. » Thomas hésita, puis se pencha lentement, donnant à Léonie tout le temps de reculer si elle le voulait. Mais elle ne recula pas. Leurs lèvres se touchèrent dans un baiser doux, tendre, chaste, un baiser qui ne demandait rien, qui ne promettait rien d'autre que ce moment présent. Quand ils se séparèrent, Léonie avait les larmes aux yeux. « Mon premier vrai baiser », murmura-t-elle. « Mon premier baiser sans peur. » Thomas essuya doucement une larme sur sa joue. « Le premier de beaucoup d'autres, j'espère. » Cette nuit-là, Léonie s'endormit le sourire aux lèvres, son cœur léger pour la première fois depuis des années. Le chemin était encore long, elle le savait, mais pour la première fois, elle croyait vraiment pouvoir arriver au bout. Dama Titobizabi Mars arriva avec ses promesses de renouveau. Les arbres le long de la Seine commençaient à bourgeonner. Les terrasses des cafés se remplissaient à nouveau, et Paris retrouvait ses couleurs printanières. Léonie et Thomas se voyaient régulièrement. Dîner, promenade, soirée cinéma, moments simples qui tissaient lentement la toile de leur relation. Mais un matin de mi-mars, tout bascula. Léonie était à la Sorbonne, dans la salle des professeurs, corrigeant des copies sur Madame Bovary, quand Maxime Dubois, un collègue du département de littérature, s'approcha d'elle avec un sourire narquois. « Alors, Léonie, c'est vrai ce qu'on dit, que tu sors avec ton ancien gynécologue ?» Le sang de Léonie se glaça. Elle leva les yeux vers Maxime, un homme d'une 50aine d'années, connu pour ses ragots et son manque de tact. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » dit-elle froidement. « Oh, allez, tout le monde le sait. Quelqu'un vous a vu au restaurant le mois dernier. » Il se pencha, baissant la voix de manière conspiratrice. « Tu sais que c'est complètement contraire à l'éthique, n'est-ce pas? Un médecin qui sort avec son ancienne patiente. Certains diraient que c'est même de l'abus de pouvoir.
Léonie sentit la nausée monter en elle. Il n'est plus mon médecin. Je consulte quelqu'un d'autre maintenant. Ah oui? Et depuis combien de temps? Quelques semaines? Maxime secoua la tête avec un air faussement concerné. Franchement, Léonie, tu mérites mieux qu'un homme qui profite de ta vulnérabilité. Léonie rassembla ses affaires avec des mains tremblantes et quitta la salle sans un mot de plus. Mais les paroles de Maxime avaient implanté une graine de doute dans son esprit. Et si c'était vrai? Et si Thomas avait profité d'elle? Et si ce qu'il vivait n'était qu'une illusion, une dépendance malsaine déguisée en amour? Elle passa le reste de la journée dans un brouillard anxieux, annulant même sa séance avec Amélie. Le soir venu, Thomas l'appela. « Léonie, je t'attendais pour dîner, tout va bien? J'ai besoin de temps, dit-elle, sa voix étranglée. Pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Que s'est-il passé? Je ne peux pas en parler maintenant. S'il te plaît, Thomas. Juste, laisse-moi un peu d'espace. » Il y eut un long silence au bout du fil. « D'accord, mais Léonie, quoi qu'on t'ait dit, quoi que tu penses, je suis là. Nous pouvons en parler. Pas maintenant, répéta-t-elle avant de raccrocher. Les 3 jours suivants furent un enfer. Léonie tournait et retournait les paroles de Maxime dans sa tête. Elle se rejouait chaque moment passé avec Thomas, cherchant des signes de manipulation, de profitage. Avait-il vraiment des sentiments pour elle, ou était-elle juste une patiente vulnérable dont il avait abusé? Elle appela finalement Amélie pour une séance d'urgence. « Racontez-moi ce qui s'est passé », dit Amélie, quand Léonie s'effondra dans son bureau, les yeux rouges et gonflés. Léonie lui raconta tout, les commentaires de Maxime, ses doutes, sa confusion. Amélie l'écouta attentivement, puis posa son carnet. « Léonie, je vais vous poser une question très importante. Quand vous êtes avec Thomas, vous sentez-vous manipulé, contrôlé, forcé de faire quoi que ce soit ?» Léonie réfléchit honnêtement. « Non, jamais. Il respecte toujours mes limites. Il va toujours à mon rythme. A-t-il déjà profité de sa position de médecin pour vous influencer? Non. Au contraire, c'est lui qui a insisté pour que je consulte quelqu'un d'autre avant qu'on ne... » Elle s'interrompit. « Avant que vous ne commenciez une relation, » termina Amélie. « Exactement. Léonie Thomas a fait tout ce qu'il fallait éthiquement. Il vous a référé à un autre thérapeute dès qu'il a réalisé ses sentiments. Il n'a pas agi sur ses sentiments tant que vous étiez sa patiente. C'est exactement comme un médecin responsable devrait agir. Mais les gens jugent. Ils disent même que c'est mal. Les gens jugent toujours ce qu'ils ne comprennent pas, répondit Amélie doucement. Mais vous, Léonie, vous savez la vérité. Vous savez ce que vous ressentez. Vous savez comment Thomas vous traite. C'est tout ce qui compte. » Léonie essuya ses larmes. « J'ai tellement peur, Amélie. Peur de faire le mauvais choix. Peur de me tromper encore. La peur est normale. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Cette peur vient-elle de Thomas, de ce qu'il fait ou dit? Ou vient-elle de votre passé, de ce que Julien vous a fait croire sur vous-même? » Léonie ferma les yeux. Amélie avait raison. Ce n'était pas Thomas qui lui faisait peur. C'était la voix de Julien toujours présente après toutes ces années, lui murmurant qu'elle n'était pas digne d'être aimée. « Je dois lui parler, » dit-elle soudain. « Je dois m'excuser. »« Non, » dit Amélie fermement. « Vous devez lui parler, oui, mais pas pour vous excuser. Pour être honnête, pour lui dire vos peurs, vos doutes. Une relation saine se construit sur la communication, Léonie, pas sur les excuses. » Ce soir-là, Léonie envoya un message à Thomas. « Peux-tu venir chez moi? Nous devons parler. » Il arriva 1 heure plus tard, l'inquiétude visible sur son visage. Léonie l'accueillit dans son petit appartement du Marais, avec ses étagères débordant de livres et ses fenêtres donnant sur une cour pavée. « Assieds-toi, » dit-elle, en lui indiquant le canapé. Elle s'installa en face de lui dans un fauteuil, gardant une distance physique qui lui permettait de penser clairement. « Thomas, ces derniers jours, j'ai douté. De nous, de ce que nous vivons. » Il resta silencieux, mais elle vit la douleur traverser son regard. Un collègue a fait des commentaires sur notre relation. Il a dit que c'était contraire à l'éthique, que tu profitais de ma vulnérabilité. Et pendant un moment, je l'ai cru. Ou du moins, j'ai eu peur que ce soit vrai. « Léonie, » commença Thomas, mais elle leva la main. « Laisse-moi finir. J'ai réalisé quelque chose ces derniers jours. Ma peur ne vient pas de toi. Elle vient de mon passé, de la voix de Julien qui me répète encore que je ne mérite pas d'être aimé, que quelque chose ne va pas chez moi. Mais tu sais quoi? Je ne veux plus écouter cette voix. » Elle se leva et s'approcha de lui, s'agenouillant devant le canapé pour être à sa hauteur. « Je sais qui tu es, Thomas. Je sais que tu es un homme bon, honnête, patient. Je sais que tu m'aimes d'une manière que je n'ai jamais connue. Et je sais que j'ai de la chance de t'avoir dans ma vie. » Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues,
Mais j'ai besoin que tu comprennes que parfois, je vais douter. Parfois, la peur va revenir. Et quand ça arrivera, j'aurai besoin que tu sois patient avec moi, que tu me rappelles qui nous sommes vraiment. Thomas prit son visage entre ses mains, ses pouces essuyant doucement ses larmes. Léonie, je comprends, et je serai toujours là. Chaque fois que tu douteras, chaque fois que tu auras peur, je serai là pour te rappeler que tu es extraordinaire, que tu mérites tout l'amour du monde. Il se pencha et l'embrassa, un baiser salé par les larmes, mais rempli de promesses et de tendresse. « Je t'aime », murmura-t-il contre ses lèvres, « et je ne vais nulle part. »« Je t'aime aussi », répondit Léonie, et en prononçant ces mots, elle réalisa que c'était la vérité la plus simple et la plus terrifiante qu'elle ait jamais dite. Cette nuit-là, Thomas resta. Ils ne firent rien d'autre que se tenir dans les bras l'un de l'autre sur le canapé, regardant Paris s'illuminer à travers la fenêtre. Léonie posa sa tête sur la poitrine de Thomas, écoutant le battement régulier de son cœur. « Un jour, dit-elle doucement, je serai prête pour plus, pour tout. »« Je sais, » répondit Thomas en embrassant le sommet de sa tête, « et je serai là, toujours. » Dans son carnet de bord posé sur la table basse, Léonie écrirait plus tard « Aujourd'hui, j'ai appris que l'amour véritable n'est pas l'absence de doute ou de peur. C'est le choix de faire confiance malgré le doute. C'est le courage de rester malgré la peur. Thomas m'aime, et moi je l'aime, et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est tout. » Avril déploya sur Paris son manteau de fleurs. Les cerisiers du parc de Sceaux explosèrent en nuages roses et blancs. Les terrasses se remplirent de rires et de conversations animées, et l'air lui-même semblait vibrer de possibilités. Léonie sentait ce renouveau en elle aussi, comme si son corps et son esprit s'éveillaient après un long hiver. Ses sessions avec Amélie continuaient, de plus en plus espacées maintenant. Elles en étaient aux étapes finales du traitement, travaillant sur l'acceptation de soi et la préparation à l'intimité physique. Amélie avait suggéré des exercices progressifs que Léonie pouvait faire seule, puis éventuellement avec Thomas, quand elle se sentirait prête. « Vous avez fait un chemin remarquable », dit Amélie lors d'une session début avril. « Rappelez-vous où vous étiez il y a 6 mois. Vous ne pouviez même pas prononcer le mot « intimité » sans paniquer. Aujourd'hui, vous vivez une relation amoureuse saine. Vous communiquez vos besoins, vous vous affirmez. C'est extraordinaire. » Léonie sourit, mais une anxiété familière persistait. « Je sais, mais je sens que Thomas attend. Pas qu'il me mette la pression, mais nous sommes ensemble depuis 2 mois maintenant, et nous n'avons jamais quoi, été intimes physiquement au-delà des baisers et des câlins ?» Amélie la regarda avec douceur. « Léonie, il n'y a pas de calendrier pour ces choses. Certains couples attendent des mois, des années même. Ce qui compte, c'est que vous soyez prête. Vraiment prête. Comment saurais-je que je le suis? Vous le saurez. Votre corps vous le dira. Au lieu de se figer de peur, il s'ouvrira de désir. » Amélie se pencha en avant. « Mais je peux vous donner un exercice, si vous voulez. Quelque chose que vous pouvez faire avec Thomas, qui peut vous aider à franchir cette étape. » Léonie écouta attentivement, tandis qu'Amélie expliquait le concept du Sensate Focus, une technique développée par les sexologues Masters et Johnson, pour aider les couples à redécouvrir l'intimité physique sans la pression de la performance. « L'idée est simple, dit Amélie. Vous commencez par des touches non sexuelles, des massages, des caresses, l'exploration du corps de l'autre sans aucune attente. Pas de zones intimes au début. Juste la découverte du plaisir du toucher sans objectif final. Et si je panique, alors vous arrêtez. Vous respirez, vous communiquez. Thomas comprendra. Mais Léonie, je crois que vous êtes prête pour cette étape. Vous avez fait le travail. Maintenant, il s'agit de faire confiance à ce corps que vous avez appris à respecter à nouveau. » Ce soir-là, Léonie invita Thomas chez elle pour dîner. Elle avait cuisiné un bœuf en daube, suivant la recette de sa grand-mère, et mis la table avec soin, nappe blanche, bougies, une bouteille de Châteauneuf-du-Pape. La lumière du soleil couchant filtrait à travers les fenêtres, baignant l'appartement d'une lueur dorée. Thomas arriva avec un bouquet de pivoine rose, son sourire s'élargissant quand il vit la table dressée. « C'est magnifique, » dit-il en l'embrassant. « Qu'est-ce qu'on célèbre ?»« Nous, » répondit simplement Léonie. « Et un nouveau pas que j'aimerais franchir avec toi. Mais d'abord, mangeons. » Le dîner fut délicieux, accompagné de conversations légères sur leurs journées respectives. Thomas lui raconta une naissance difficile qu'il avait assistée la veille, des jumeaux arrivés avec 1 mois d'avance, mais en parfaite santé finalement. Léonie parla d'une étudiante brillante qui venait de soumettre une analyse fascinante de « La princesse de Clèves ».
Mais sous la surface de ces conversations ordinaires, une tension électrique grandissait. Léonie sentait son cœur battre plus fort, ses mains devenir moites. Ce n'était pas de la peur, pas exactement. C'était de l'anticipation mêlée d'anxiété. Après le dessert, une mousse au chocolat légère et onctueuse, Thomas l'aida à débarrasser. Ils se retrouvèrent côte à côte dans la petite cuisine, leurs épaules se frôlant tandis qu'ils lavèrent la vaisselle ensemble dans un silence confortable. « Thomas !» dit finalement Léonie, essuyant ses mains sur un torchon. « J'ai parlé avec Amélie aujourd'hui. Elle m'a suggéré quelque chose, une technique pour nous aider à devenir plus intimes physiquement. » Thomas se tourna vers elle, son visage sérieux mais ouvert. « Je t'écoute. » Léonie lui expliqua le concept du sensat focus, ses joues s'empourprant légèrement malgré elle. L'idée est que nous prendrions notre temps, sans attente, sans pression, juste, apprendre à nous connaître physiquement, à notre rythme. Thomas prit ses mains dans les siennes. « Léonie, je pense que c'est une excellente idée, mais seulement si tu es prête. Je ne veux pas que tu te sentes obligée de... »« Je sais, » l'interrompit-elle doucement, « et je ne me sens pas obligée. Je me sens prête, ou du moins prête à essayer. » Ils s'installèrent dans la chambre de Léonie, une pièce au mur crème ornée de reproductions d'impressionnistes. Le lit était recouvert d'un édredon blanc moelleux et une lampe de chevet diffusait une lumière douce et apaisante. Léonie avait allumé quelques bougies, leur parfum de lavande flottant dans l'air. « Comment veux-tu qu'on procède ?» demanda Thomas, sa voix douce et respectueuse. « Amélie a dit qu'on devrait commencer habillé, juste explorer avec les mains, le dos, les bras, les épaules, rien de trop intime, » termina Thomas. « Je comprends. Tu veux commencer ou tu veux que je commence ?»« Toi d'abord, » dit Léonie, s'installant sur le lit, le dos tourné vers lui. « S'il te plaît. » Thomas s'assit derrière elle et, très doucement, commença à masser ses épaules par-dessus son pull en coton. Ses mains étaient chaudes, fermes mais douces, et Léonie sentit progressivement la tension quitter son corps. « Comment tu te sens ?» murmura-t-il après quelques minutes. « Bien, » répondit-elle, surprise de constater que c'était vrai. « Continue. » Ses mains descendirent le long de ses bras, caressant doucement, explorant. Rien de sexuel, juste du toucher pur, de la connexion. Léonie ferma les yeux et se laissa aller à la sensation, son esprit pour une fois silencieux, sa peur absente. « À ton tour, » dit-elle après un moment, se tournant pour lui faire face. Thomas retira sa chemise, révélant un torse musclé, mais pas excessivement. Le corps d'un homme qui prenait soin de lui, sans obsession. Léonie déglutit, nerveuse mais aussi curieuse, désireuse même. Elle tendit la main hésitante et toucha son épaule. La peau était chaude, douce sous sa paume. Elle laissa ses doigts explorer lentement les clavicules, les épaules, le haut du dos. Thomas resta parfaitement immobile, laissant ses mains découvrir, apprendre. « Tu es magnifique », murmura-t-elle, surprise par sa propre audace. Thomas sourit, ses yeux brillants dans la lumière des bougies. « Toi aussi. Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Ils continuèrent ainsi pendant 1 heure, alternant, explorant, découvrant. À aucun moment Léonie ne sentit la panique monter. À aucun moment elle ne voulut arrêter. C'était doux, innocent presque, mais profondément intime d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Finalement, épuisés émotionnellement, ils s'allongèrent côte à côte sur le lit, leurs mains entrelacées. « Merci, » dit Léonie, sa tête reposant sur l'épaule de Thomas. « Pour ta patience, pour ta douceur. Merci à toi, » répondit-il en embrassant son front. « Pour ta confiance, pour ton courage. » Cette nuit-là, Thomas resta dormir pour la première fois. Ils s'endormirent enlacés, le corps de Léonie parfaitement détendu contre le sien. Et pour la première fois de sa vie, Léonie rêva d'intimité sans cauchemar, sans peur. Elle rêva simplement d'amour, pur et simple. Le lendemain matin, elle se réveilla dans ses bras, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. Thomas dormait encore, son visage paisible, une main protectrice sur sa taille. Léonie sourit, son cœur débordant d'une émotion qu'elle identifiait maintenant clairement. Le bonheur. Dans son carnet de bord, elle écrirait plus tard « Hier soir, j'ai franchi un pas que je croyais impossible. J'ai laissé quelqu'un me toucher sans peur, sans panique. J'ai touché en retour, explorant, découvrant. Mon corps ne m'a pas trahi. Il ne s'est pas figé. Au contraire, il s'est ouvert, réclamant plus de cette tendresse, de cette connexion. Je commence à comprendre que l'intimité n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à célébrer. Et avec Thomas, je suis en sécurité.
Nous avons encore du chemin à parcourir, mais pour la première fois je vois la destination. Et elle est belle. Faesixunes, Bamay enveloppa Paris de sa douceur printanière. Les jardins du Luxembourg explosèrent de couleurs, roses en fleurs, iris violets, tulipes écarlates. L'air sentait le lilas et les croissants frais, et les Parisiens redécouvraient le plaisir des longues soirées en terrasse. Léonie et Thomas passaient maintenant presque tout leur week-end ensemble. Leur intimité physique progressait lentement, mais sûrement, de plus en plus de peau découverte, de plus en plus de confiance établie. Amélie avait déclaré lors de leur dernière session que Léonie n'avait plus besoin de thérapie régulière. « Vous avez fait un travail extraordinaire », avait dit la thérapeute avec fierté. « Vous êtes guérie, Léonie. Oh, il y aura toujours des moments de doute, des flashbacks occasionnels peut-être. Le traumatisme ne disparaît jamais complètement. Mais vous avez les outils maintenant pour le gérer. Vous êtes libre. Libre. » Le mot résonnait dans l'esprit de Léonie comme une cloche. Était-elle vraiment libre? Un samedi de fin mai, Thomas l'emmena en excursion surprise. « Fais tes bagages pour le week-end », avait-il dit mystérieusement. Tenue confortable, chaussures de marche. Ils prirent sa voiture et roulèrent vers le sud pendant 2 heures, traversant la campagne française en fleurs. Léonie regardait défiler les champs de colza jaune et les petits villages pittoresques, la main de Thomas posée sur la sienne sur le levier de vitesse. « Où m'emmènes-tu » demanda-t-elle pour la 10e fois. « Patience », répondit-il avec un sourire taquin. Ils arrivèrent finalement à Fontainebleau, la magnifique forêt aux portes de Paris. Thomas avait réservé une petite chambre d'hôte charmante, dans un village voisin. Une maison en pierre du XVIIIe siècle, avec des poutres apparentes et des roses grimpantes sur la façade. « C'est magnifique », souffla Léonie en découvrant leur chambre. Spacieuse, avec un grand lit à baldaquin, des fenêtres donnant sur un jardin fleuri et une atmosphère romantique et paisible. « J'ai pensé qu'on avait besoin de s'échapper de Paris », dit Thomas en posant leur sac. « Juste toi et moi. Pas de travail, pas d'obligation. Juste nous. » Ils passèrent l'après-midi à marcher dans la forêt, main dans la main, suivant les sentiers sinueux entre les chênes centenaires et les rochers moussus. Thomas lui parla de son enfance, des étés passés à explorer des forêts comme celle-ci avec sa sœur Élise. Léonie lui raconta ses propres souvenirs d'enfance en Bretagne, les vacances chez ses grands-parents près de la mer. « Tiens, tu veux des enfants ?» demanda soudain Thomas alors qu'il s'asseyait au bord d'un petit étang pour se reposer. Léonie le regarda, surprise par la question directe. « Oui », répondit-elle sans hésitation. « C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé toute cette thérapie. Je ne voulais pas laisser mon passé me voler la possibilité d'être mère. » « Combien ? 2, je pense. Peut-être 3. » Elle sourit timidement. « Une petite tribu. Et toi ? » ?»« Pareil, » dit Thomas, ses yeux brillants. « J'ai toujours imaginé une maison pleine de rires d'enfants, de chaos joyeux, des dimanches matins avec des crêpes et du chocolat chaud, des vacances à la mer où on construirait des châteaux de sable. » Léonie sentit sa gorge se serrer d'émotion. « C'est exactement ce que j'imagine aussi. » Thomas prit sa main et la porta à ses lèvres. « Alors faisons-le, un jour. Quand tu seras prête, construisons cette vie ensemble. » Le soir, ils dînèrent dans un restaurant local, une auberge rustique avec des nappes en lin et des chandelles. Le menu proposait des spécialités régionales et ils partagèrent un coq au vin accompagné d'un bourgogne exceptionnel. La conversation était facile, ponctuée de rires et de regards complices. De retour à la chambre d'hôte, alors que la nuit tombait doucement sur la campagne française, Léonie sentit quelque chose changer en elle. Une certitude, claire et lumineuse, s'imposait à son esprit. « Thomas », dit-elle alors qu'il se tenait près de la fenêtre, regardant les étoiles apparaître dans le ciel. « Je crois que je suis prête. » Il se tourna vers elle, comprenant immédiatement. « Léonie, tu n'as pas à... »« Je sais, » l'interrompit-elle doucement, « mais je le veux. Je veux être avec toi, complètement. » Thomas prit son visage entre ses mains, ses yeux plongeant dans les siens avec une intensité qui fit battre son cœur plus fort. « Es-tu absolument sûr ? Parce que nous pouvons attendre. Je peux attendre toute ma vie s'il le faut. »« Je suis sûr, » dit Léonie, et c'était la vérité. Il n'y avait pas de peur dans son cœur, pas de voix lui murmurant qu'elle était anormale ou indigne. Il n'y avait que de l'amour, du désir, et une confiance absolue en cet homme qui avait attendu patiemment qu'elle guérisse. Ce qui se passa ensuite fut doux, tendre, parfois maladroit, mais toujours empreint d'amour. Thomas fut patient, attentif à chaque signal de son corps, s'arrêtant régulièrement pour s'assurer qu'elle allait bien. Il y eut quelques moments où Léonie sentit l'anxiété pointer, mais Thomas était là,
murmurant des mots rassurants, la ramenant au moment présent avec ses caresses et ses baisers. Et puis, miraculeusement, ce fut fini. Léonie n'était plus vierge. Elle était une femme qui venait de faire l'amour pour la première fois, avec l'homme qu'elle aimait, dans une belle chambre de campagne sous un ciel étoilé. Les larmes coulèrent sur ses joues. Pas de douleur, pas de peur, mais de soulagement pur. 10 ans. 10 ans de prison émotionnelle, et elle était enfin libre. « Ça va ?» demanda Thomas, essuyant doucement ses larmes, son propre visage empreint d'émotion. « Plus que bien », répondit Léonie en riant à travers ses larmes. « Je suis heureuse, tellement heureuse. » Ils restèrent enlacés longtemps, leurs corps encore emmêlés, écoutant le silence de la campagne française. Thomas caressait doucement ses cheveux, murmurant des mots d'amour à son oreille. « Léonie, dit-il finalement, tu te souviens de ce que je t'ai dit lors de notre première consultation ? Que tu ferais de moi une mère ? » Oui. Il se redressa légèrement pour la regarder dans les yeux. « Je tiens à tenir cette promesse. Mais je veux que ce soit au bon moment, de la bonne manière. » Léonie sentit son cœur se gonfler. « Que veux-tu dire ?» Thomas sortit du lit et fouilla dans son sac. Quand il revint, il tenait une petite boîte en velours bleu. Léonie sentit son souffle se couper. « Léonie Mercier, » dit Thomas en s'agenouillant au bord du lit, complètement nu, vulnérable et magnifique. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu construire cette vie avec moi? Fonder cette famille dont nous rêvons tous les deux ?» Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante, un solitaire en diamant serti dans de l'or blanc. Léonie ne put retenir ses sanglots. « Oui, » dit-elle à travers ses larmes. « Oui, 1000 fois oui. » Thomas lui passa la bague au doigt, puis remonta dans le lit pour la serrer dans ses bras. Ils rirent et pleurèrent ensemble, deux âmes qui avaient trouvé leur chemin l'une vers l'autre à travers la douleur et le traumatisme, pour finalement arriver à ce moment parfait de joie pure. « Je t'aime, » murmura Léonie. « Je ne savais même pas qu'un amour comme ça existait, mais tu me l'as montré. Tu m'as montré que j'étais digne, que j'étais forte, que j'étais capable. »« Tu l'étais toujours, » répondit Thomas. « Je n'ai fait que te tenir un miroir pour que tu puisses le voir toi-même. » Cette nuit-là, ils firent à nouveau l'amour, avec plus d'assurance cette fois, découvrant les rythmes de leur corps, apprenant ce qui faisait plaisir à l'autre. Et quand ils s'endormirent finalement à l'aube, enlacés dans les draps froissés, Léonie sut avec certitude que sa vie avait changé à jamais. Le lendemain, ils se promenèrent dans le village, admirant le château de Fontainebleau, déjeunant dans une crêperie charmante. Léonie ne cessait de regarder la bague à son doigt, encore incrédule. « Quand veux-tu qu'on se marie ?» demanda-t-elle, alors qu'ils partageaient une crêpe au Nutella. « Quand tu voudras, » répondit Thomas. « Demain, dans 1 an, je m'en fiche, du moment que je sais que tu seras ma femme. »« Septembre, » dit Léonie après réflexion. « Un mariage en septembre. Pas trop grand, juste nos proches, quelque chose d'intime et beau. »« Septembre, » acquiesça Thomas. « Et ensuite ?»« Ensuite, » dit Léonie avec un sourire, « nous commençons à essayer d'avoir un bébé. Tu as une promesse à tenir, docteur Beaumont. » Il rit, prenant sa main par-dessus la table. Une promesse que je tiendrai avec joie. Dans la voiture du retour vers Paris, Léonie écrivit dans son carnet de bord sur son téléphone « Ce week-end, ma vie a changé. Je suis devenue une femme complète. Pas parce qu'un homme m'a complétée, mais parce que j'ai enfin accepté et embrassé toutes les parties de moi-même. La femme blessée, la femme guérie, la femme amoureuse, la future épouse, la future mère. Elles sont toutes moi. Et je suis enfin en paix avec ça. Thomas ne m'a pas sauvé. Je me suis sauvé moi-même. Mais il m'a aimé à travers le processus, et cet amour m'a donné la force de devenir qui j'étais destiné à être. Maintenant, nous construisons ensemble, et je n'ai jamais été aussi heureuse, aussi vivante, aussi pleine d'espoir pour l'avenir. L'été parisien déploya sa chaleur sur la ville, transformant les quais de Seine en plages urbaines et les parcs en refuges ombragés. Léonie et Thomas passèrent ces mois à préparer leur mariage, tout en savourant leur nouvelle intimité et les joies simples de leur vie commune. Thomas avait emménagé dans l'appartement de Léonie dans le Marais en juillet, ses affaires se mélangeant aux siennes, ses livres de médecine côtoyant ses éditions de Flaubert et Proust, ses chaussures de randonnée près de ses escarpins élégants. C'était un chaos joyeux, le genre de désordre qui ne naît que de 2 vies qui fusionnent. « Claire va devenir folle si on ne choisit pas le menu aujourd'hui, » dit Léonie un matin d'août, assise à la petite table de la cuisine avec son café et une pile de brochures de traiteur. Thomas, encore en pyjama, se pencha par-dessus son épaule et embrassa son cou. « Alors choisissons. Qu'est-ce qui te fait envie ?»
Quelque chose de français classique, pas trop sophistiqué mais élégant. Elle parcourut les options. Entrée de saumon fumé, plat de magret de canard, et cette tarte tatin revisitée en dessert. Parfait, acquiesça Thomas. 60 invités, un petit château en Normandie près de la mer, un menu délicieux, et la plus belle mariée du monde. Je ne pourrais rien demander de plus. Léonie se tourna vers lui, ses yeux brillants. Tu sais ce qui me rend le plus heureuse? Ce n'est pas le mariage en soi, même si j'ai hâte. C'est le fait que nous construisons quelque chose. Une vie. Une famille bientôt, j'espère. Bientôt, promit Thomas en posant une main sur son ventre plat. Très bientôt. Mais l'été apporta aussi un défi inattendu. Un après-midi de la mi-août, alors que Léonie faisait des courses au marché de la Bastille, elle tomba nez à nez avec quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans. Julien. Il était là, devant l'étal de fromage, plus vieux, des rides autour des yeux, mais indubitablement lui. Le cœur de Léonie s'emballa, ses mains devinrent moites. Toutes les vieilles peurs ressurgirent en un instant. Il la vit au même moment. Ses yeux s'élargirent de surprise. « Léonie? Léonie Mercier ?» Elle resta figée, incapable de parler, de bouger. 10 ans. 10 ans. Et il avait toujours ce pouvoir sur elle. « Ça fait longtemps, » dit-il en s'approchant, souriant comme si de rien n'était. « Tu as l'air bien. » Léonie sentit la panique monter, mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. Elle regarda vraiment Julien, peut-être pour la première fois depuis cette nuit terrible, et elle vit non pas le monstre qui hantait ses cauchemars, mais un homme ordinaire, quelqu'un qui avait vieilli, qui avait ses propres problèmes, ses propres insécurités. « Je vais bien, » dit-elle, sa voix retrouvant sa force. « En fait, je vais très bien. Je me marie en septembre. » Oh, il sembla décontenancé. « Eh bien, félicitations. Je suis content pour toi. » Un silence inconfortable s'installa. Léonie savait qu'elle devrait peut-être partir, mettre fin à cette rencontre, mais quelque chose en elle avait besoin de dire ce qu'elle avait gardé pendant 10 ans. « Julien, » commença-t-elle, sa voix calme mais ferme, « ce que tu m'as fait cette nuit-là il y a 10 ans, ce n'était pas bien. Tu m'as blessé, profondément. » Il pâlit, regardant autour de lui nerveusement. « Léonie, Écoute, j'étais jeune, idiot. Je ne veux pas d'excuses, l'interrompit-elle. Je veux juste que tu saches que tes mots, tes actions m'ont hanté pendant une décennie. Mais tu sais quoi? Je suis guéri maintenant. J'ai fait le travail. J'ai trouvé quelqu'un qui m'aime vraiment, qui me respecte. Et je ne te laisse plus aucun pouvoir sur ma vie. » Elle prit une profonde inspiration, sentant un poids énorme se soulever de ses épaules. « Je te pardonne. Pas pour toi, mais pour moi. Pour que je puisse fermer ce chapitre complètement. » Sans attendre sa réponse, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Julien planté là, bouche bée. Ses jambes tremblaient, mais elle marchait la tête haute, son cœur battant non de peur, mais d'une sorte de triomphe libérateur. Elle appela Thomas immédiatement. « Tu peux venir me chercher? J'ai besoin de toi. » Il fut là en 20 minutes, et quand elle lui raconta ce qui s'était passé, il la serra dans ses bras au milieu de la rue, sans se soucier des passants. « Je suis tellement fier de toi, » murmura-t-il. « Tu viens de franchir la dernière étape. Tu as repris ton pouvoir. » Cette nuit-là, enlacée dans leur lit, Léonie se sentit plus légère qu'elle ne l'avait jamais été. Le fantôme de Julien était enfin exorcisé. Saint-Simli, commençant le 15 septembre, arriva avec un temps magnifique. Un de ces jours d'automne où le ciel est d'un bleu éclatant et l'air juste assez frais pour être vivifiant. Le château que Léonie et Thomas avaient loué près de Deauville était une élégante demeure du XIXe siècle, entourée de jardins à la française et offrant une vue sur la Manche. Léonie se préparait dans l'une des chambres à l'étage, entourée de Claire et de sa sœur cadette, Mathilde, venue de Bretagne. Sa robe était simple mais élégante, en dentelle ivoire, ajustée au corps puis s'évadant en une jupe vaporeuse. Ses cheveux étaient relevés en un chignon doux, quelques mèches encadrant son visage. « Tu es magnifique, » dit Claire, les larmes aux yeux. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment en train d'arriver. Il y a 1 an, tu étais... »« Je sais, » dit Léonie en prenant la main de son amie. « Je sais, mais regarde-moi maintenant. » Mathilde ajusta le voile délicat. « Thomas est un homme chanceux, mais toi aussi tu es chanceuse. On voit comment il te regarde, comme si tu étais la chose la plus précieuse au monde. C'est exactement comme je me sens avec lui, » admit Léonie. La cérémonie se déroula dans le jardin du château, sous une arche couverte de roses blanches et de lierre. 60 invités étaient réunis, famille, amis proches, quelques collègues. Amélie Rousseau était là,
souriant avec fierté. La sœur de Thomas, Élise, était venue de Lyon avec son mari et leurs 2 enfants adoptifs, qui servaient de porteurs d'alliance. Et puis il y avait Thomas, debout près de l'arche, superbe dans son costume bleu marine. Quand Léonie apparut au bout de l'allée au bras de son père, le visage de Thomas s'illumina d'une émotion si pure, si intense, que plusieurs invités essuyèrent des larmes. Léonie marcha vers lui, son cœur débordant de joie. Chaque pas la rapprochait non seulement de l'homme qu'elle aimait, mais aussi de la vie qu'elle avait toujours voulu, mais n'avait jamais cru possible. Le maire officiant la cérémonie civile parla de l'amour, de l'engagement, du voyage que représente un mariage. Puis vint le moment des vœux. Thomas prit les mains de Léonie, ses yeux plongés dans les siens. « Léonie, quand tu es entrée dans mon cabinet ce jour de novembre, j'ai vu quelqu'un de brisé, mais pas détruit. Quelqu'un de blessé, mais pas vaincu. Et au fil des mois, j'ai eu le privilège de te regarder te transformer en la femme extraordinaire qui se tient devant moi aujourd'hui. » Sa voix se brisa légèrement. « Tu m'as appris que la guérison est possible, que l'amour peut triompher de la douleur, que 2 personnes peuvent se sauver mutuellement simplement en choisissant de rester. Je promets de t'aimer dans les bons jours et les mauvais, de te soutenir dans tes rêves, d'être le père de nos enfants et de passer chaque jour de ma vie à te faire sentir aussi précieuse que tu l'es vraiment. » Léonie pleurait maintenant, mais c'était des larmes de joie pure. « Thomas, tu m'as fait une promesse un jour. Tu as dit que tu ferais de moi une mère, mais tu as fait tellement plus. Tu m'as appris à m'aimer moi-même. Tu m'as montré que j'étais digne de respect, de tendresse, d'amour véritable. » Elle essuya ses larmes, souriant à travers elles. « Je promets de t'aimer avec tout ce que je suis, de construire une vie avec toi remplie de rires, d'aventures, d'enfants qui courront dans notre maison, de vieillir à tes côtés en sachant que j'ai eu la chance de passer ma vie avec mon âme sœur. Parce que c'est ce que tu es, Thomas, mon âme sœur, la personne que j'attendais sans même le savoir. Je vous déclare mari et femme, annonça le maire. Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser qu'ils partagèrent fut doux, profond, plein de promesses et de possibilités. Autour d'eux, les invités applaudirent et crièrent leur joie. Mais pour Léonie et Thomas, il n'y avait que ce moment, que cet amour qui les unissait désormais officiellement. La réception fut joyeuse et détendue. Le dîner fut délicieux, les discours émouvants et drôles tour à tour. Claire raconta comment elle avait supplié Léonie de consulter un médecin, sans savoir qu'elle trouverait non seulement un thérapeute, mais aussi l'amour de sa vie. Élise parla de comment Thomas s'était fermé après son divorce, jusqu'à ce qu'une certaine professeure de littérature lui rappelle pourquoi il vaut la peine d'ouvrir son cœur. Quand vint le moment de la première danse, Thomas prit Léonie dans ses bras alors que La vie en rose d'Édith Piaf résonnait dans le jardin illuminé de lanternes. Ils dansèrent, joue contre joue, perdus dans leur propre monde. « Madame Beaumont, » murmura Thomas à son oreille, « j'aime le son de ça. »« Moi aussi, » répondit Léonie, « même si je garde mon nom de famille professionnellement. Léonie Mercier-Beaumont, le meilleur des 2 mondes. Parfait, comme toi, comme nous. » La soirée se prolongea tard dans la nuit, avec de la musique, des danses, et ce bonheur particulier qui naît des célébrations de l'amour véritable. Quand Léonie et Thomas se retirèrent finalement dans la suite nuptiale du château, épuisés mais euphoriques, ils s'effondrèrent sur le lit en riant. « Nous l'avons fait, » dit Léonie. « Nous sommes mariés. »« Nous sommes mariés, » répéta Thomas en l'embrassant. « Et maintenant, Madame Beaumont, nous commençons vraiment notre vie ensemble. » Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une tendresse renouvelée, sachant qu'ils ne se contentaient plus d'explorer l'intimité, mais qu'ils créaient peut-être une nouvelle vie. Le rêve de devenir parents était maintenant à portée de main. L'hiver revint à Paris avec ses lumières de Noël et son atmosphère féerique. Léonie et Thomas s'étaient installés dans un appartement plus grand dans le 14e arrondissement, près du parc Montsouris. 3 chambres, dont l'une destinée à devenir une nurserie quand le moment viendrait. Mais novembre, puis décembre, passèrent sans nouvelles de grossesse. Janvier arriva, et Léonie commença à s'inquiéter. « C'est peut-être moi, » dit-elle un soir, alors qu'ils préparèrent le dîner ensemble. « Peut-être que mon corps, après tout ce traumatisme... » « Léonie !» Thomas posa son couteau et vint la prendre dans ses bras. « Cela ne fait que 4 mois. C'est parfaitement normal qu'il faille du temps. Et si jamais il y avait un problème, nous avons des options. L'adoption, la FIV... » « Je sais, » murmura-t-elle contre sa poitrine, « mais je veux tellement porter ton enfant, notre enfant. Et tu le feras, » dit-il avec conviction. « Et foi, mon amour. » Février apporta une surprise inattendue. Léonie se sentait étrangement fatiguée, nauséeuse le matin.
Elle attribua cela d'abord au stress. Elle était en train de préparer un colloque important à la Sorbonne sur les femmes dans la littérature du XIXe siècle. Mais quand ces règles ne vinrent pas, et puis une deuxième semaine passa, elle osa espérer. Elle acheta un test de grossesse dans une pharmacie près de chez elle, le cœur battant. De retour à l'appartement, les mains tremblantes, elle fit le test dans la salle de bain, puis attendit les 3 minutes les plus longues de sa vie. 2 lignes roses. Enceinte. Léonie fixa le test, incrédule, les larmes coulant sur ses joues. Elle était enceinte. Elle allait être mère. La promesse de Thomas, faite près d'1 an plus tôt dans son cabinet, était en train de se réaliser. Elle cacha le test dans une boîte cadeau et attendit le retour de Thomas le soir même. Quand il arriva épuisé après une longue journée de consultation, elle l'accueillit avec un sourire mystérieux. « J'ai un cadeau pour toi », dit-elle en lui tendant la boîte. « Un cadeau ? Ce n'est pas mon anniversaire. » Mais il sourit et ouvrit la boîte. Le moment où il vit le test, où la compréhension s'inscrivit sur son visage, resta gravé dans la mémoire de Léonie à jamais. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit en un « oh » silencieux. Et puis les larmes vinrent, ce grand médecin composé et professionnel, pleurant de joie pure. « Tu es enceinte ?» Il pouvait à peine prononcer les mots. « Nous allons avoir un bébé ?»« Nous allons avoir un bébé », confirma Léonie en riant et pleurant en même temps. Thomas la souleva et la fit tourner, puis la reposa immédiatement, paniqué. « Oh mon Dieu, je suis désolée, je ne devrais pas. Est-ce que tu vas bien ? Le bébé va bien ?» Léonie rit de sa sollicitude soudaine. « Thomas, je suis enceinte, pas malade. Mais oui, nous allons tous les deux très bien. » Cette nuit-là, ils restèrent éveillés pendant des heures, parlant de prénoms, de la couleur de la nursery, de comment leur vie allait changer. Thomas posa sa main sur le ventre encore plat de Léonie, émerveillé par le miracle qui se déroulait à l'intérieur. « J'ai tenu ma promesse, » murmura-t-il. « Je t'ai fait mère. »« Non, » corrigea doucement Léonie, « nous l'avons fait ensemble. Tout dans cette histoire a été ensemble. » Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. La grossesse de Léonie se déroula bien, malgré les nausées matinales du premier trimestre. Thomas était attentif au point d'être parfois étouffant, s'assurant qu'elle mange correctement, qu'elle se repose suffisamment, qu'elle évite tout stress. « Je vais devenir folle si tu continues à me traiter comme si j'étais en porcelaine », dit-elle un jour en riant, alors qu'il lui interdisait de porter un sac de course. « Je sais, je suis impossible », admit-il, « mais c'est mon premier enfant, Léonie, notre premier enfant. Je veux que tout soit parfait. » L'échographie du 5e mois révéla une fille. Ils décidèrent de l'appeler Chloé. « Chloé Beaumont », dit Léonie en regardant l'image floue de leur fille sur l'écran. « Notre petite Chloé. » Le ventre de Léonie s'arrondit, et avec lui son amour pour cette petite vie qu'elle portait. Elle parlait à Chloé tous les jours, lui lisait des poèmes, lui racontait comment elle avait rencontré son papa. Thomas posait souvent sa tête sur son ventre, émerveillé par chaque coup de pied, chaque mouvement. En septembre, presque 1 an après leur mariage, les contractions commencèrent. Léonie était calme, étonnamment calme, compte tenu de sa tendance à l'anxiété. Mais quelque chose en elle savait que tout irait bien. À l'hôpital, Thomas redevint le médecin professionnel, tout en étant le mari paniqué. Il tenait la main de Léonie, essuyait son front, respirait avec elle à travers chaque contraction. « Tu es incroyable », murmurait-il, « si forte, si courageuse. » Après 18 heures de travail, au petit matin du 23 septembre, Chloé Beaumont vint au monde. 3 kilos de sang, en parfaite santé avec les yeux noisettes de son père et les cheveux bruns de sa mère. Quand l'infirmière posa le bébé sur la poitrine de Léonie, le monde entier s'arrêta. Léonie regarda sa fille, ce petit être parfait qui avait grandi en elle, ce miracle vivant, et sentit un amour si puissant, si absolu, qu'il balaya tout le reste. « Bonjour, ma chérie », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis ta maman, et je t'aime déjà plus que tout au monde. » Thomas était à côté d'elle, pleurant ouvertement. Une main sur leur fille, l'autre sur l'épaule de Léonie. « Notre famille », dit-il d'une voix étranglée. « Notre petite famille. » Les semaines qui suivirent furent épuisantes mais merveilleuses. Les nuits blanches, les tétés à 3 heures du matin, les pleurs inexplicables, mais aussi les premiers sourires, les petits doigts qui s'agrippaient aux leurs, l'odeur unique de leur bébé. Claire venait souvent rendre visite, apportant des plats cuisinés et proposant de bercer Chloé pour que Léonie puisse dormir. Élise fit le voyage depuis Lyon, enseignant à Léonie les secrets de la maternité qu'elle avait appris avec ses propres enfants.
Un après-midi de novembre, alors que Chloé dormait paisiblement dans son berceau, Léonie s'assit à son bureau et ouvrit son carnet de bord pour la dernière fois. Elle le feuilleta, relisant les entrées des 2 dernières années, le voyage incroyable du traumatisme à la guérison, de la solitude à l'amour, du doute à la certitude. Puis, elle écrivit une dernière entrée. Il y a 2 ans, j'étais une femme brisée, prisonnière de son passé, convaincue qu'elle ne connaîtrait jamais l'amour ou la maternité. Aujourd'hui, je suis assise dans mon appartement. Mon mari dort sur le canapé à côté de moi, épuisé après une nuit à bercer notre fille. Notre fille. Chloé, le voyage a été long. Il a été douloureux. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, où je croyais que la guérison était impossible, mais j'ai persévéré. Et Thomas a marché à mes côtés à chaque étape. Je ne suis pas une femme parfaite. J'ai encore des moments de doute, des nuits où les vieux cauchemars reviennent. Mais maintenant, quand je me réveille en panique, Thomas est là. Chloé est dans la chambre d'à côté. Et je me rappelle que je suis forte, que je suis aimée, que je suis mère. La promesse de Thomas s'est réalisée. Mais ce n'était jamais vraiment une question de devenir mère. C'était une question de devenir moi-même, de revendiquer ma vie, mon corps, mon futur. Et aujourd'hui, je peux dire avec certitude, je suis guérie. Pas parce que je n'ai plus de cicatrices, mais parce que ces cicatrices ne me définissent plus. Ça à toute femme qui lit ceci un jour, à toute personne qui porte un traumatisme et qui croit qu'elle ne guérira jamais. Vous le pouvez. Le chemin est long, mais il vaut la peine d'être parcouru. Cherchez de l'aide. Faites le travail. Soyez patiente avec vous-même. Et vraiment croyez que vous méritez l'amour, le bonheur, la vie que vous avez toujours voulu, parce que vous le méritez, tout comme je le méritais, tout comme nous le méritons tous. Avec amour et espoir, Léonie Mercier-Beaumont, épouse, mère survivante et enfin vraiment libre. Elle ferma le carnet et le rangea dans le tiroir de son bureau. Elle n'en aurait plus besoin. Ce chapitre de sa vie était clos. Thomas se réveilla sur le canapé, s'étirant et bâillant. « Elle dort toujours ?»« Oui, » sourit Léonie. « Viens, allons la regarder ensemble. » Ils se tinrent côte à côte devant le berceau, observant leur fille dormir paisiblement, ses petits poings serrés près de son visage. « Tu te souviens de ce premier jour ?» murmura Thomas. « Quand tu es entré dans mon cabinet, terrifié et vulnérable ?»« Je me souviens, » répondit Léonie, « et tu m'as dit que tu ferais de moi une mère. Je ne savais pas alors que tu deviendrais aussi l'amour de ma vie, » dit-il en passant un bras autour de sa taille. « Que tu me guérirais autant que je t'aiderais à guérir. » Léonie posa sa tête sur son épaule. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Dehors, Paris brillait dans le crépuscule de novembre. La Seine coulait, immuable et éternelle. Les cafés se remplissaient de Parisiens cherchant chaleur et convivialité. La vie continuait comme elle l'avait toujours fait. Mais dans cet appartement du 14e arrondissement, une petite famille venait de naître. Une famille construite sur les fondations de la guérison, de la patience, de l'amour véritable. Une famille qui prouvait que même les histoires les plus sombres peuvent avoir des fins heureuses. Chloé remua dans son sommeil, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. Et Léonie sut avec la certitude qui vient du plus profond de l'âme que tout ce qu'elle avait traversé, chaque larme, chaque peur, chaque moment de doute, en avait valu la peine. Parce qu'elle avait trouvé non seulement la guérison, mais aussi l'amour. Et dans cet amour, elle avait trouvé la paix. La promesse était tenue.